Merci d'écouter Lynx FM 91.00. Bienvenue dans Aide de Lynx. Dans cette émission, nous décryptons l'actualité du lundi au vendredi de 10h à 11h30. Nous permettons également aux auditeurs de participer au débat en envoyant leurs questions par SMS au 609 911 911 ou en nous rejoignant sur www.facebook.com/Aide de Lynx FM. Nous nous intéressons à la nouvelle crise politique que traverse la Guinée depuis le 10 mars 2015. Le chronogramme proposé par la CENI mettant la présidentielle pour le 11 octobre 2015 et les élections locales pour le premier trimestre 2016 continue de diviser la classe politique guinéenne. L'opposition a repris ses manifestations avec leur corollaire de morts, blessés et dégâts matériels. Le gouvernement, tout en réprimant ces manifestations, a réitéré sa ferme volonté de réunir le dialogue, seule voie, selon lui, permettant d'aboutir à un climat politique apaisé et à des élections inclusives. Il assure de la possibilité d'évoquer tous les sujets, toutes les préoccupations liées aux différents scrutins. Mais pour le moment, le dialogue est compromis. Pour participer à ce dialogue, l'opposition exige d'annuler ce qu'elle qualifie de calendrier de la discorde proposé par la CENI. Jusqu'où le pouvoir d'Alpha Condé est prêt à lâcher du lest? Pourquoi risquer une crise politique majeure pour une simple modification d'un calendrier électoral? Quels sont les enjeux, défis de l'organisation des élections locales? Pour en parler, nous recevons ce matin M. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, il est ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Il est également le porte-parole du président Alpha Condé. Bonjour, M. Bangoura. Bonjour, M. Ba. Bienvenue à vous dans Œil de Lynx. À la technique, vous avez Mamadou Touré, réalisation Tcherno, Alpha Ibrahima Baldé, ici à l'animation Aboubakr et Azokaba. Merci et bienvenue. Le débat, c'est dans un instant. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0 du lundi au vendredi de 10h à 11h. Vous êtes sur Lynx FM 91.00. Vous nous suivez sur www.lynxfm.net un peu partout à travers le monde. Avec nous dans Œil de Lynx, Kiridi Bangoura, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Envoyez-lui dès maintenant vos questions par SMS au 669 911 911 et sur facebook.com/Œil de Lynx FM. Aboubakr. Alors, monsieur le ministre, vous êtes sociologue, écrivain politique. Depuis plus de 20 ans, vous êtes dans l'administration guinéenne. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est aujourd'hui à la base de toutes ces crises que traverse la Guinée? Je vous remercie d'abord de me recevoir sur la version audio du fameux Lynx qui a participé au début des années 90 à la naissance du multipartisme d'opinion dans notre pays. Et je voudrais vous dire, c'est vrai, il y a 20 ans que je suis dans la vie professionnelle, mais il y a que 15 ans que je suis dans l'administration. Ce qui fait beaucoup, et suffisamment en tout cas pour avoir un point de vue. Je crois qu'on a un gros défaut chez nous, c'est de travailler beaucoup plus sur les circonstances et les humeurs, et moins sur les institutions et les règles légales. On a tendance de gérer les crises par des démarches qui, en elles-mêmes, portent les sédiments et les graines de la crise. C'est extrêmement important, avec les nouvelles institutions que nous sommes en train de mettre en place, que dans notre pays, on sache que le débat démocratique a pour seul arbitre la Constitution, les lois et les règlements en vigueur. On dit que vous êtes les yeux et les oreilles du président Alpha Condé au sein du gouvernement. Expliquez-nous un peu, surtout à nos auditeurs, le rôle dévolu au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Je crois que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a suffisamment d'expérience pour ne pas avoir besoin de mon appui pour bien voir, bien entendre et bien analyser. C'est un politicien d'une grande expérience. Simplement, la présidence de la République est constituée de deux organes majeurs. Deux organes uniques d'ailleurs. Il y a le cabinet et il y a le secrétariat général. Le rôle du secrétariat général est d'appuyer le chef de l'État dans toutes ses missions constitutionnelles. Donc la direction de l'action gouvernementale, la mise en place des institutions républicaines, la gestion de toutes les questions politiques, sociales, économiques majeures du pays. Et pour faire cela, il y a des services qui nous appuient, il y a des conseillers de rang élevé et de rang moins élevé qui participent à l'étude et à l'avis sur les dossiers. Et il y a une symbiose entre le cabinet et le secrétariat général qui permettent au chef d'État de faire face aux missions à lui dévolues par la Constitution. Et ce poste de secrétariat général de la présidence de la République est une invention française de 1956, je crois, quand le général de Gaulle est revenu aux affaires. Il a créé, à côté du secrétariat général du gouvernement, dont l'action est d'appuyer le Premier ministre sur le fonctionnement du gouvernement, il a créé un secrétariat général de la présidence. Et classiquement, on a beaucoup de mythes et de mythologies sur les secrétaires généraux, parce que c'est vrai, ils ont une position tellement proche
du décideur ultime et On final. dit que vous êtes les éminences grises du système, par exemple. Vous savez, quand je parle là devant vous, Azuka et Aboubekr, je vous fais une confidence. On se fait beaucoup d'illusions sur le pouvoir de ceux qui sont proches d'un chef d'État. Un chef d'État utilise ceux qui sont proches de lui pour réfléchir et pour constituer les éléments de décision, mais prend toujours la décision en âme et conscience et selon les intérêts par lui définis du pays. Ça, c'est la première modestie qu'il faut avoir. La deuxième modestie, c'est qu'un chef d'État qui a un parcours politique aussi long que le président de la République actuelle, le professeur Alpha Condé, a d'autres sources d'information, d'inspiration et d'analyse qui confrontent avec ce que son cabinet dit. À la fois, nous avons des fonctions importantes, à la fois, il faut savoir modestie garder. Nous ne sommes que des collaborateurs du président de la République qui participons à l'aider à remplir les missions qui lui sont confiées et par la Constitution et par le peuple de Guinée. Donc, on peut vous considérer comme étant des conseillers. Non, pas du tout, pas du tout. Cette image-là n'est pas juste non plus. Le président de la République actuelle est un homme de débat, c'est un intellectuel. Donc souvent, surtout, je vais vous faire une confidence. Il est d'une ouverture d'esprit extraordinaire dans la collaboration. Moi, je suis très surpris. Voilà un homme, quand vous avez des arguments, il vous écoute. Ce qui est difficile avec lui, il est enseignant de métier, c'est que quand vous n'avez pas d'arguments, il garde ce que lui pense comme étant des arguments fondés. C'est parce qu'il y a beaucoup de mythologie sur tout ça. C'est un homme qui a son expérience, qui a ses connaissances, qui a tout ce qu'il a fondé et qui lit les notes qu'on lui fait en ayant son esprit critique et en sachant quelles sont les missions et les objectifs qu'il doit garantir dans chaque décision qu'il prend. Mais comment avez-vous fait alors pour bénéficier de sa confiance avant et disons que vous l'avez rejoint peu avant que vous l'avez rejoint en 2010 parce que du temps de feu le général Lansana Conté, Alpha Condé considérait Monsieur Kiridi Bangoura comme celui qui avait toujours bourré des urnes ou bien fait, en tout cas, orchestré des forces massives. Au communal de 2006, de 2005. 2005, voilà. Non, je crois que ça aussi c'est la mythologie. Si vous voyez que des hommes travaillent ensemble aujourd'hui, c'est qu'au minimum, même n'étant pas du même camp, ils avaient un minimum d'estime les uns pour les autres. C'est ce qui choque les Guinéens, mais il faut qu'on s'habitue à ça. On peut être adversaire aujourd'hui, se battre sur l'objectif particulier de chacun et respecter tous les règles générales et l'intérêt général. Et je crois, à mon âme et conscience, à l'âge que j'ai aujourd'hui, et beaucoup plus jeune que tout ce monde-là, que si je bénéficie d'une petite estime, c'est parce que j'ai exercé de façon légale et la plus honnête possible et la plus efficace possible les missions qu'on m'avait confiées alors. Pour revenir à 2005. 2005 est le redémarrage réel de la crédibilité du processus électoral dans notre pays. C'est l'année où on a fait pour la première fois les urnes transparentes en Guinée. C'est l'année où on a fait les bulletins uniques pour la première fois en Guinée. C'est l'année où la CENI est presque née parce qu'on est passé de la Commission électorale nationale à la Commission électorale nationale autonome, qui était la première étape avant de basculer dans la CENI, comme nous l'avions pensé. Je crois que c'était un gouvernement qui était dirigé par Elhadji Cellou Dalein Diallo. 2005 a été une date extraordinaire de l'amélioration du processus démocratique. Pour preuve, le RPG de l'époque a eu une quarantaine de communes dans le pays. Et je crois que ces élections-là, je peux m'en vanter un peu, ont été les élections les plus correctes possibles dans le contexte de l'époque. Donc, comment on peut devenir aujourd'hui un collaborateur et avoir des relations de confiance avec le chef de l'État? Sincèrement, moi, je ne sais pas mentir. Je suis un intellectuel, j'ai fait mes études en France, et le professeur Alpha Condé fait partie de la mythologie de ma propre enfance. C'est quand je suis adolescent, les gens dont on me parle, qui ont dirigé la FEANF, le seul Guinéen qui avait dirigé la FEANF, quand j'étais au collège, on disait dans ma famille où il y avait beaucoup de gens qui avaient fait leurs études en France, c'était Alpha Condé, et qui a fait droit, qui a fait Sciences Po, qui a enseigné, et qui a dirigé à son temps la FEANF. On me disait aussi que Alpha Sow et Charles Diané étaient ses aînés qui l'ont épaulé dans cet exercice-là. Moi, j'ai grandi dans un milieu à la fois politique et intellectuel, donc où on admire certaines personnes avant même de les connaître. J'ai connu Alpha Sow avant de le rencontrer, j'ai connu Charles Diané avant de le rencontrer, j'ai connu le professeur Alpha Condé avant de le rencontrer. Donc, le pont, dans ce cas-là, peut être facile parce que vous avez une image de l'homme. Et quand je l'ai rencontré, même dans l'adversité, quand il était dans l'opposition, il acceptait de nous recevoir, moi et la délégation du ministère de l'Intérieur, à son domicile à Mafanko. Il était toujours carré et très ferme sur les contradictions qui étaient les nôtres. Mais quand même, j'ai remarqué une évolution notable chez lui dès 2004-2005. Il se mettait à écouter et à avancer vers l'autre, à faire des compromis. Et je suis sûr que sa victoire de 2010 est le résultat des compromis qu'il a passés sans renier les principes avec la classe dirigeante de l'époque. Donc pour moi, cette rencontre, c'est, excusez-moi de le dire, parce que c'est une question très pertinente, qu'on m'a pas souvent posée. Je crois que je lui dois aussi une bienveillance. Quand le général Lansana Conté m'a nommé ministre de l'Intérieur,
Je le dis aujourd'hui, il m'a appelé pour me donner des conseils, pour me dire il faut être loyal parce qu'au poste où tu es, si tu trahis celui qui t'a nommé, tu trahiras tous les autres. Il m'a conseillé aussi de faire attention aux questions d'argent et d'ethnie. Le troisième conseil qu'il m'a donné, si tu es correct, nous viendrons aux élections. Si tu n'es pas correct, on ne viendra pas aux élections. On continuera à boycotter les élections comme on l'a toujours fait. Un homme qui fait ça pour vous, alors que vous êtes ministre de l'Intérieur, vous avez 39 ans, il est opposant principal du pays, c'est qu'il a un peu d'estime pour vous. Non, la question, Azoka pose la question. Parce que la question est intéressante à cause de ça. Pourquoi je parle d'histoire humaine? La politique, c'est une affaire d'hommes. C'est une affaire de conviction, c'est une affaire d'opinion, c'est une affaire de sentiment. Oui, mais à côté... Quand les hommes sont capables... En fait, Alpha Condé avait dit que Solano avait fait mieux que vous. En fait, voilà pourquoi la question. Non, en 98, dans la chaleur d'une... Écoutez-moi, si vous écoutez le premier ministre de l'époque, d'Alain, il vous dira mon ministre de l'Intérieur a été le meilleur des ministres de l'Intérieur depuis 92. Mais si vous l'écoutez le même aujourd'hui, il dira le collaborateur du professeur Alpha Condé n'est pas vraiment le meilleur des collaborateurs. Ah oui. Donc selon les positions et les circonstances, je reviens sur cette notion de gestion trop prioritaire des circonstances et des humeurs. Selon les circonstances et les positions des uns et des autres, on peut s'agresser. Il peut arriver d'avoir des mots trop forts par rapport à la réalité. Mais non seulement je suis pas rancunier, mais lui non plus, parce que quand nous aussi, on était aux affaires, on ne lui faisait pas que des cadeaux. On ne facilitait pas sa tâche, on ne l'aidait pas à gagner les élections, on le combattait. Donc l'effort qu'il a fait, oui. Excusez-moi, l'effort moral et philosophique du professeur Alpha Condé, d'accepter de trouver de la qualité chez ses anciens adversaires, c'est ce qu'il a fait gagner. Alors c'est ça, c'est ce qu'il a fait gagner. C'est ce qui est impressionnant. Voilà. Encore que là c'est à discuter, hein, il a fait des compromis. Vous avez parlé de compromission, il en a fait. Il a fait. J'ai pas parlé de compromission, j'ai parlé de compromis. Le compromis effectivement. Oui. Mais alors il a fait des engagements qu'il n'a pas honoré aujourd'hui. Toutes les personnes. Ah mais vous parlez. On a reçu le bloc patriotique de Guinée par exemple. Lansana Kouyaté et monsieur, beaucoup de personnes disent voilà ce qu'on avait dit. Voilà ce qu'il a fait. Monsieur Bakoura, laissez Aboubakar aller au bout de non, je voulais dire que ceux qui l'ont connu disent qu'il a changé. C'est vrai que Alpha Condé que vous avez connu avant, qui était vraiment quelqu'un qui écoutait, qui faisait jusqu'à présent. Il écoute plus aujourd'hui qu'hier. Il y en a qui disent qu'il a complètement changé, qu'on ne reconnaît pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous savez, encore une fois, imaginez le privilège qui est le mien, depuis 15 ans, de partager l'espace, les préoccupations, les aspirations et les difficultés de ceux qui dirigent ce pays. Quand vous avez ce privilège-là, moi je suis un enfant de croyant et croyant moi-même. Quand vous avez ce privilège-là, vous n'avez peur que de Dieu. Parce que vous vous demandez pourquoi Dieu vous a donné ces avantages-là. Pour les mériter, vous devez être honnête. Vous devez dire ce que vous pensez ou vous abstenir de parler au pire. Je vais vous dire une vérité. Moi, j'ai découvert un homme de la campagne à aujourd'hui qui écoute tout le monde. Qui, parfois même nous, on lui reproche qu'il écoute trop. Qu'il écoute trop de gens. Parce que pour prendre une seule décision, le président de la République est capable de requérir l'avis du Conseil des ministres, l'avis de son cabinet, mais aussi l'avis d'un ressortissant d'une préfecture qui est concerné par cette décision. Et c'est même une dimension où, sincèrement, moi, j'apprends avec lui. C'est-à-dire où je me rends compte que parfois, quelles que soient les règles et les prérogatives de l'administration, il est important de demander les destinataires finaux des décisions, leur avis avant de prendre la décision. Donc moi je suis très étonné parce que je ne vois pas ça, je ne vis pas ça. Par contre, les accords politiques sont pris dans des circonstances données. Chacun les évalue comme il veut. Il y a des gens qui diront il a respecté tous ses engagements. Il y a d'autres qui diront il n'a pas respecté ses engagements. Il y en a qui parlent de ce que lui n'a pas fait à leur endroit. Ils ne parlent jamais de ce qu'ils ont manqué eux comme devoir ou comme engagement à son endroit. Mais quand vous dirigez l'État, vous ne pouvez pas chaque matin vous lever pour dire tel m'a fait ça, c'est pour cela que je n'ai pas respecté tel engagement. Tel a dit ça, c'est pour ça que je n'ai pas respecté tel engagement. Le chef d'État est un homme qui est obligé de jouer à l'éponge, de tout absorber et de ne sortir que ce qui est utile dans l'éclairage et la mise en œuvre de ses décisions. Donc nous ne rentrerons jamais dans cette polémique. Cette polémique appartient à l'histoire politique de notre pays. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Moi, j'ai rejoint le professeur Alpha Condé, je crois, 6 mois avant la présidentielle. Vous avez, je rappelle aux auteurs que vous avez le parti politique qui s'appelle Union pour la majorité présidentielle, UMP. Ce parti a été créé par des jeunes étudiants qui voulaient que j'en prenne le leadership. Je leur ai dit que je ne me sentais pas capable de concourir à la présidence de la République de Guinée, que je veux mettre ma petite contribution à la disposition du candidat que j'estimerais le mieux indiqué pour diriger la Guinée. Je reviens sur tout ça. Excusez-moi, moi je ne fais pas la politique en disant je vais être chef.
Je fais la politique pour participer au changement dans mon pays. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes parmi ces, puisque vous dites qu'il s'adresse, quand il y a un problème, il s'adresse au Conseil des ministres, au cabinet et à d'autres personnes. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes parmi ceux qui conseillent Alpha Condé aujourd'hui d'aller à la présidentielle, même si ça va casser? Non, Alpha Condé n'a aucune prise. Le professeur Alpha Condé n'a aucune prise sur la décision de la CENI. Quand même, il faut relire les lois. La loi 013 est très claire. Elle donne pleine prérogatives et pleine légitimité à la CENI de fixer le calendrier électoral. Donc, il ne faut pas renverser la charge. Regardez dans quoi on est. Nous décidons avec l'opposition. L'opposition surtout influence qu'on mette en place une CENI indépendante. Elle change les textes, elle demande la recomposition de la CENI. On recompose la CENI comme elle le demande en 2013. La même opposition reproche au chef d'État de respecter une décision de la CENI. Dans la même CENI, l'opposition a envoyé 10 membres, la majorité a envoyé 10 membres, la société civile 2, l'administration 2. Cette CENI s'est réunie à Kindia, a utilisé les lois qu'il a créées, qu'il organise, pour prendre une décision légale. Cette décision, le chef de l'État ne peut la remettre en cause que, je sais pas, sauf si la Cour suprême lui dit que la décision est légale. Mais encore une fois, c'est extraordinaire qu'on soit dans cette inversion de la charge où on demande au chef d'État de donner son avis sur la décision d'un organe indépendant. Par contre, que des citoyens engagés en politique comme les partis ne se sentent pas à l'aise avec cette décision, qui pose la question de la validité ou de la justesse de cette décision, c'est tout à fait légitime. La manière pose problème. Pour moi, c'est autour d'une table de négociation. C'est ensemble qu'on va trouver la solution, c'est pas dans la rue. Eh bien, on va revenir sur les élections communales de 2005. Vous avez dit que c'était parmi les meilleures. Que répondez-vous donc aujourd'hui à ceux qui disent que ça devrait vraiment faire mal à Kiridi Bangoura, ancien ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, de voir des élections à la base reléguées au second plan au profit d'une délégation spéciale? Vous savez, certains d'entre vous ont été mes étudiants. J'ai 50 ans depuis un an. Donc maintenant, je commence à oser dire des vérités. Parce que je suis tellement parfois taiseux sur ce que j'ai fait qu'on finit par croire que on est là par hasard, comme disait l'autre. J'ai initié le code des collectivités régissant le fonctionnement des communes urbaines et rurales de la République de Guinée. C'est mon œuvre. Dans d'autres pays, on l'aurait appelé loi Kiridi Bangoura. Un député à l'époque avait proposé que la loi porte mon nom. Et les gens ont dit, si le petit, on lui donne le nom d'une loi, mais c'est fini maintenant. C'est notre pays qui est comme ça. Je ne réclame rien. Mais voilà la réalité. Si vous prenez l'article 105 du même code des collectivités, vous verrez que les conditions d'impossibilité d'organiser les élections sont mentionnées dedans. Mais encore une fois, le PACV qui est aujourd'hui un programme... Le programme d'appui aux communautés villageoises, c'est PACV, oui. Aux collectivités donc rurales, ce PACV qui est né en 98, j'en ai été le président du comité de pilotage pendant 6 ans. Je fais partie de ces formulateurs. Le PDLG, qui est notre programme de développement local avec le PNUD, je suis l'initiateur principal. Je vous dis tout cela pour vous dire que si il ne tenait qu'à moi, la démocratie locale, ça c'est ma conviction personnelle. En fait, c'est pour ça que vous posez la question. La démocratie et le développement au niveau local sont prioritaires sur les programmes nationaux. Parce que je crois que la vraie dimension de l'indépendance et du développement viendra le jour où les collectivités pourront identifier, planifier et exécuter leurs projets de développement. Le jour où ces capacités-là, de façon démocratique, seront dévolues aux communes rurales et aux communes urbaines, notre pays s'en sortira. C'est ma conviction personnelle. Et donc, comment je peux être satisfait que les collectivités soient dans cet état-là? Il y a des gens qui disent, c'est vrai, on a eu des élections en 2005. On n'a pas pu faire les élections en 2010. Donc, il y a eu une rupture de constitutionnalité dans le pays en 2008 qui fait que le président Dadis Camara avait pris une ordonnance à l'époque pour ouvrir le champ de l'égalité du mandat des collectivités. On oublie souvent ce détail-là. À partir de ce moment, il y a un ordre des élections où on a pris du retard sur les législatives qui devaient avoir lieu 6 mois après la présidentielle. Donc, qui devait avoir lieu au plus tard en juin 2011, on a pu faire ces législatives que malheureusement, en septembre 2013. Ce décalage a totalement comprimé la possibilité d'étendre le calendrier électoral comme il aurait été souhaitable. La CENI, en analysant l'année 2014 est l'année Ebola dans notre pays, on le sait tous. La CENI, quand elle fait cette programmation-là, elle a 3 types d'exigences. La première exigence est d'ordre constitutionnel et juridique. Qu'est-ce qui, dans la Constitution, oblige la CENI à prioriser une élection sur l'autre? Ça, c'est le premier critère. Ça, ce que je vous dis là, c'est dans tous les standards et normes au niveau international. Parce que ce qu'on fait là, on a un problème en Guinée, on croit que ce qu'on fait, c'est nous ceux qui l'avons créé ou que c'est nous ceux qui le faisons. Ça se fait partout. On tient compte d'abord des normes juridiques et constitutionnelles. Le deuxième type de norme, c'est la faisabilité opérationnelle. Est-ce que vous avez le temps et les moyens nécessaires d'organiser une élection ou l'autre? La troisième chose qui vient, c'est que
Et c'est l'analyse des dommages. Quelle est l'élection, si vous ne la faites pas, coûte le plus cher au système dans lequel vous êtes? Ce que je vous dis là, c'est parce que j'ai été expert dans d'autres pays pour gérer ce genre de problème, et que si on m'envoyait... Donc vous avez apporté votre expertise à la CENI? Pas du tout. Pas du tout. Mais si justement, non, écoutez, pas du tout. Ça fait partie de la mythologie toujours. Mon expertise consiste à respecter l'indépendance intégrale et absolue de la CENI. Et la CENI a suffisamment de gens capables de faire ça pour que je m'y mêle. Aujourd'hui, on a vu, puisque vous avez une expérience internationale en la matière, vous savez bien qu'il y a eu des pays qui s'en sont sortis, qui ont été placés dans les mêmes conditions, mais qui ont pu cumuler des élections. Quel pays? Qui ont pu cumuler des élections. Quel pays? Le Nigeria récemment, la Sierra Leone a organisé sénatoriale, présidentielle, législative, 6 élections. Écoutez, je suis très content de revenir aux discussions de fac avec vous, à la fin des cours, quand on se retrouve avec les étudiants. Mais c'est très intéressant. Pourquoi on n'arrive pas à pousser la comparaison jusqu'au bout? Au Nigeria, comme vous avez dit, et en Sierra Leone, oui, vous avez un système électoral qui est hérité du système britannique. Où, dans le système britannique, c'est le même jour qu'on fait toutes les élections, c'est dans leur tradition, dans leur organisation administrative, dans leur organisation sociale, dans leur histoire politique. Chez eux, c'est comme ça depuis toujours. C'est pas les circonstances qui les amènent à ça. Ils ne fonctionnent que comme ça. Dans le système hérité à la française, les Français sont prudents de cumuler généralement des élections locales avec des élections à enjeu national. Parce que la France qui est jacobine, vous le savez, qui est centralisée, s'est toujours méfiée de sacrifier les enjeux locaux au profit des enjeux nationaux. Donc, la comparaison est juste, mais elle a une limite, c'est qu'on n'hérite pas des mêmes systèmes ni politiques, ni constitutionnels, ni juridiques, ni administratifs. Mais il faut intégrer ça. Pour le cas de la Guinée, depuis 2010, on évolue sur la base d'un consensus. La loi a été contournée savamment depuis 2010. Pourquoi? Pour l'intérêt supérieur de la nation, puisque c'est le mot à la vogue actuellement en Guinée. Pourquoi? Pourquoi le pouvoir? Pour éviter un temps soit peu que la situation soit... Pourquoi ne va-t-on pas... Aboubakr. Laissez Aboubakr venir, monsieur le ministre. Je le vois venir, donc je l'attends. Laissez-le avec vous, des Pourquoi ne peut-on pas? Parce que nous savons, avec la CENI, que les démarches étaient très poussées, il ne manquait à cette date que l'impression des cartes d'électeurs pour aller à des communales. Donc, ça, c'est des commissaires de la CENI qui sont venus, qui avaient pris place là où vous êtes installés là. Dans ce cas, pourquoi ils ont pris la décision qu'ils ont prise? Non, ils disent qu'il y a eu l'appel, semble-t-il. Il y a eu un appel Condé, Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Tout ce que vous venez de dire n'est possible que si on est autour d'une table. Vous avez parlé de consensus, vous avez parlé de compromis. Je dis bien, l'opposant le plus emblématique des années 90 et 2000 dans ce pays a accepté de passer des compromis pour aller aux élections locales de 2005. C'est une expérience que j'ai vécue, que je partage avec le Premier ministre d'alors, d'Alain Diallo. Nous deux, parce qu'il m'a aidé dans ça. Moi, je suis pas un menteur. C'est pas parce qu'on n'est plus du même camp que quelqu'un qu'il faut lui reconnaître aucun mérite. C'est l'un de nos défauts dans ce pays. Le Premier ministre d'Alain m'a aidé à l'époque à ce que on tienne compte des revendications de l'opposition. Mais où? Autour d'une table de négociation. Pas dans la rue, autour d'une table de négociation. Le professeur Alpha Condé, à l'époque, est rentré à Conakry. Il a marché de l'aéroport à son siège sans aucun incident. Et le Premier ministre Diallo et moi, on a suivi cette manifestation avec le ministre de la Sécurité, Ousmane Kamara, où notre exigence était 0 incident. Mais ce parti-là, à l'époque, le RPG, qui était dans l'opposition à l'époque, nous a aidés à faire cela. Donc, il suffit qu'aujourd'hui, on revienne autour de la table de négociation. Autour de la table de négociation, toutes les discussions sont possibles. Aucun sujet n'est tabou. Mais encore une fois, pour discuter, il faut d'abord s'asseoir. Les préalables doivent être contenus dans la discussion et non être une condition de conclusion d'une discussion qu'on n'a pas commencée. Alors, quelles sont aujourd'hui les démarches que vous avez entreprises pour que ce dialogue que vous souhaitez tant soit réel? Le président de la République nous a instruits et avec à sa tête le ministre d'État à la justice, Cheikh Sako, avec le ministre de l'administration du territoire et le ministre des droits de l'homme et moi-même, nous sommes rendus au domicile du chef de file de l'opposition. Là aussi, il y a beaucoup de gloses. Mais pourquoi le chef de file de l'opposition aujourd'hui en Guinée existe par une loi? On ne peut pas créer des lois tout le temps et agir autrement. Aujourd'hui, constitutionnellement, juridiquement, quand nous voulons nous adresser à l'opposition, la loi a dit que nous devons nous adresser au chef de file de l'opposition. Cette loi a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi nous sommes rendus au domicile de M. Cellou Dalein Diallo pour lui réitérer notre volonté et lui demander de revenir autour de la table de dialogue. Et nous allons continuer cet effort-là. Nous ne pouvons pas ici, pour que l'État soit efficace, l'administration compétente, l'information doit être gérée de façon judicieuse et n'être livrée qu'au moment opportun. Donc, il y a des initiatives qui sont en cours, de très haut niveau,
et nous essayons de renouer peu à peu le dialogue avec nos frères de l'opposition. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx, Monsieur Kiridi Bangoura, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Nous allons observer une courte pause pour nous retrouver de l'autre côté de la pub. Notre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0 du lundi au vendredi de 10h à 11h. Vous êtes sur Lynx FM 91.00. Vous nous suivez sur www.lynxfm.net avec nous dans Œil de Lynx. Kiridi Bangoura, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Aboubakar. À vous entendre en tant que, Azoka le disait au début, à l'entame de cette émission, un des hommes proches de Alpha Condé qui joue de sa confiance, qui bénéficie de sa confiance, on s'est dit qu'il y a un espoir et si les opposants demandent à discuter directement avec le président Alpha Condé, pas par mépris pour le comité ministériel, mais ils disent que les conclusions n'ont jamais été appréciées à juste valeur. Donc ils aimeraient discuter directement. Est-ce que si cette demande est faite autour de la table, est-ce que le président Alpha Condé pourrait accéder à cette demande? Si cette demande était faite aujourd'hui, le président de la République, le professeur Alpha Condé, sera obligé, et il le fera, je crois, avec beaucoup de conviction et de plaisir, de respecter la loi qu'il a initiée, qu'il a envoyée à l'Assemblée nationale, qui a été votée, la loi portant statut de l'opposition et du chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition peut demander à n'importe quel moment de rencontrer le président de la République sur les questions générales de l'État, mais aussi sur les questions politiques de l'heure. Donc il n'y a aucun refus de principe que le président de la République puisse recevoir un jour le chef de file de l'opposition et discuter avec lui des questions qui intéressent l'opposition. Mais il le fera dans le cadre des institutions et dans le cadre des lois en vigueur dans notre pays. Mais pour permettre un dialogue global, l'opposition appelle quand même à annuler le chronogramme de la discorde, je l'ai rappelé tout à l'heure, qui a été proposé par la CENI le 10 mars dernier. Et pourquoi, selon vous, peut-on risquer une crise pour une simple modification de quelques mois du calendrier électoral? Pourquoi, selon vous, peut-on prendre le risque de sortir les enfants dans la rue, de bloquer le pays, de prendre des risques avec la vie des citoyens pour une question qui peut être discutée autour de la table? Il faut poser la question dans les deux sens. Pourquoi n'accepteront pas de venir discuter de tout ça et à l'issue de la discussion, prendre peut-être des mesures d'une nature ou d'une autre. Non, mais d'abord, accepter de venir autour de la table de discussion. Ça, c'est un. De deux, comment voulez-vous qu'une institution qui jouit dans sa création, son organisation et son fonctionnement d'une loi organique votée aux 2/3 de l'Assemblée, comment voulez-vous qu'on puisse interférer dans le fonctionnement de cette institution sans qu'il y ait un fort consensus et politique et institutionnel pour agir de concert avec l'institution concernée? Parce que quel que soit le schéma, c'est la CENI qui devra prendre la décision. C'est pas quelqu'un d'autre qui prendra la décision à la place de la CENI. Le schéma a été vrai jusqu'au jour où le président Alpha Condé a invité une partie des commissaires de la CENI et le président de l'institution même n'était pas informé. Est-ce que vous étiez là quand je n'ai jamais eu connaissance de cette audience? Vous savez, elle a quand même eu lieu. Elle a eu lieu, hein? Non, écoutez-moi. Elle a eu lieu. Vous savez, nous sommes dans un pays, non seulement de rumeurs, mais où chacun aime se faire valoir. Quand je vais me faire valoir aujourd'hui, je vais vous dire que vraiment, avant même de venir ici, j'ai parlé de toi et de toi avec le président. Tous les Guinéens connaissent le trafic d'influence. Si je veux être plus fort que mon patron là où je travaille, au lieu de faire mon boulot, je lui dis que moi, tous les soirs, je mange avec le président de la République. Si des commissaires de la CENI, en plus, sans le président de la CENI, disent avoir fait ça, il faut vérifier. Ah, ça a été fait. Il faut vérifier. Ça a été fait quand même. Encore une fois, ça a été fait. Il n'y a aucune trace dans l'agenda et dans la pratique présidentielle concernant cet entretien. C'est des histoires. Et je vous dis qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça qui courent, mais nous, notre maison, c'est la maison du silence. C'est la maison du parler quand c'est utile. C'est la maison du parler quand c'est indispensable. C'est pour ça qu'on ne répond jamais à ce genre de rumeurs. Mais sincèrement, il faut que les commissaires prennent leurs responsabilités, ils ont prêté serment, et que chacun assume son rôle. Alors, pour en revenir au dialogue, quelles concessions êtes-vous prêt à faire? Azuka, monsieur Ba, les concessions, c'est autour de la table. Si je fais une concession ici, je n'aurais même pas respecté mes partenaires de l'opposition. C'est autour de la table. C'est quand le cadre du dialogue est défini et accepté par tous que les concessions sont possibles, que les compromis sont possibles. Oui, en tout cas, la plupart des responsables de la mouvance que nous avons reçus ici ont déclaré qu'ils sont hostiles par avance à l'inversion du calendrier électoral, parce que l'opposition, par ce biais, veut juste amener le président de la République à être dans une posture d'inconstitutionnalité. Cellou Diallo, lui, il a dit qu'il est prêt à accepter un report raisonnable à la présidentielle. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Encore une fois, autour de la table. Mais
moi je le dis en tant que ministre d'État, ministre secrétaire général, et la petite connaissance que j'ai de l'État, il faut éviter que l'État soit illégal et inconstitutionnel à son plus haut niveau. C'est le seul niveau où le dommage d'inconstitutionnalité, d'illégalité est difficilement réparable. Ça c'est vrai, c'est un principe général, mais encore une fois, autour d'une table de négociation, tout est possible quand vous êtes de bonne foi les uns et les autres. Mais personne n'est dupe aussi en politique. Si aujourd'hui, le prétexte que l'opposition utilise est de dire nous ne donnons plus l'information de manifester aux mairies de Conakry parce que ce sont des délégations spéciales, ce qui est d'ailleurs partiellement vrai. Parce que madame le maire de Matam est issue de l'élection de 2005. C'est pas une délégation spéciale. Mais la région, le RPG Arc-en-Ciel. Non. Comme le maire de l'Abbé est de l'UFDG. Comme le maire de Koubia est de l'UFDG. Comme le maire de l'Elouma est du RPG. C'est à moindre enjeu. C'est à moindre enjeu que écoutez. Vous savez, encore une fois, il faut qu'on regarde des deux côtés. Vous savez, les maires nous ont tous manipulés dans cette tout ça. Vous savez comment? Moi, si j'étais maire de l'Abbé, sincèrement, je vais adhérer à l'UFDG parce que c'est là où mon électorat vote en général. Tous les maires ont rejoint le camp qui leur paraît le plus profitable pour leur propre carrière. Personne n'a été obligé de rejoindre tel ou tel parti politique. Mais j'insiste là-dessus, l'opposition utilise le prétexte que les maires sont hors mandat et ce sont des présidents de délégations spéciales pour ne pas leur demander, les informer l'autorisation de manifester et l'accord sur l'itinéraire. Qu'est-ce qui empêche les mêmes gens de dire un jour, le chef d'État, franchement, il n'a pas le droit de diriger le pays parce qu'il est hors mandat? Ils l'ont déclaré à Paris qu'Alpha Condé est illégitime. Ils ont même dit qu'il est illégitime. Mais pourquoi le pouvoir a peur de ces communales-là, monsieur le ministre? Mais est-ce que, vous savez, c'est bizarre, hein? Il y a quelques mois, on disait que le pouvoir avait peur de la présidentielle. Maintenant, la CENI programme la présidentielle, on dit non, ils n'ont pas peur de la présidentielle, ils ont peur de la communale. Est-ce que vous vous souvenez quand même que sous les élections législatives passées, que le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés ont eu 54% des voix. En 2010, aux élections présidentielles, deuxième tour, le candidat du RPG Arc-en-Ciel, le professeur Alpha Condé, a eu 52% des voix. En 2013, malgré, nous l'avons, les difficultés que nous avons eues à avoir des candidats très forts partout, le RPG Arc-en-Ciel a eu 54% des voix. Comment vous pouvez avoir peur d'aller à une élection quand vous êtes majoritaire dans un pays? C'est quand même le monde à l'envers. Pourquoi donc ne pas y aller? Mais est-ce que c'est pas parce Pourquoi ne pas y aller, Aboubacar? Le pouvoir sait que le RPG est en perte selon ce que les gens, selon le sondage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon ce que les gens disent, Alpha Condé s'accroche à une seule chose, c'est qu'à l'État. Sinon, sur le plan des promesses, vous allez voir que la quasi-totalité des choses qu'il a promises en 2010, les Guinéens ne se sentent pas dans un pouvoir, ne se sentent pas dans un pouvoir qui leur profite sur le plan du bien-être. C'est pas moi qui le dis. C'est vrai que je ne suis pas là pour faire des sondages, mais quand vous tendez les oreilles, vous vous rendez compte que les Guinéens sont restés sur leur faim. Vous savez, Boubacar, vous êtes de l'élite et vous êtes du microcosme Conakryka. C'est-à-dire vous êtes parmi ces 15 000 personnes qui font l'opinion à Conakry et qui finissent par oublier le pays réel. Le pays réel, c'est aussi au-delà du kilomètre 36. Dans ce pays réel-là, les gens savent qu'on a construit 5000 classes en 4 ans dans un pays où les 10 dernières années, on n'avait fait que 6 000. Dans ce pays réel-là, les gens savent qu'on a distribué... En termes de classe, vous savez de quoi vous parlez, parce que vous étiez à Action. Dans ce pays réel-là, les gens savent qu'on a réparé 1 millier de forages, notamment en Moyenne-Guinée. Dans ce pays réel-là, les gens savent qu'on a construit plus de 3000 forages depuis 4 ans. Ce qu'on n'a pas fait les 10 dernières années. Moi, je viens du développement. Le pays réel sait que les paysans guinéens n'ont jamais eu autant d'intrants, de semences sélectionnées, donc d'engrais, de machines à outils, depuis qu'ils ont commencé à travailler. Les producteurs de pommes de terre de Pita aujourd'hui et de Dalaba travaillent tranquillement parce qu'ils achètent les intrants agricoles à 135 000 francs guinéens le sac de 50 kilos, alors qu'avant ils l'achetaient à 400 000 francs guinéens. Donc le pays réel est là. Si on savait qu'on n'avait pas travaillé, on le saurait. Mais ce pays réel-là, c'est pas le pays que moi, Kiridi Bangoura, j'invente selon mes intérêts du moment. C'est le pays qui vit tous les jours. Donc nous n'avons pas peur de ce pays réel parce que c'est lui qui génère, produit et fait vivre l'électorat. Donc on n'a pas de problème avec ce pays réel. Par contre, ce que je comprends dans l'esprit de certains, comme je vous ai dit, on a dit qu'on avait peur de la présidentielle. La CENI programme la présidentielle, ils ont peur de la communale. Peut-être que si la CENI programmait les communales aussi, les gens diront ils ont peur maintenant de quelque chose qui n'existe pas. Bon, peu importe. Moi je vous demande, encore une fois, je voulais lancer cet appel ici. Venons autour de la table, discutons, argument contre argument, dans le respect de la loi et de la constitution de notre pays, en tenant compte des points de vue particuliers. Il y a des points de vue particuliers de chacun. Ces points de vue particuliers doivent chercher des compromis sur la règle générale, sur l'intérêt général. Quand nous sommes dans ça, on peut trouver
des solutions entre Guinéens. On n'a aucune exclusivité. Nous ne disons pas que nous ne voulons pas discuter de tel ou de tel sujet. Tous les sujets sont admissibles à la discussion. Tout ce que nous demandons, c'est que quand même, on soit un peu cohérent. Pendant ce temps, on a restructuré la CENI à la base. Tous les partis politiques y sont présents. Pendant ce temps, et j'encourage ça. Mais l'opposition, vous appelez au dialogue. L'opposition rappelle que l'accord du 3 juillet n'avait pas été complètement... Le dernier, laissez-moi finir, monsieur Boura. D'accord. Il a en forme. Le dernier point, l'accord de juillet 2014, il y a eu les conclusions qui n'ont pas été acceptées. L'opposition dit qu'en fait, vous voulez gagner du temps en allant au dialogue. Quelles conclusions n'ont pas été respectées? Les différents points qui ont été... Est-ce que vous avez l'accord du 3 juillet sous les yeux? On peut l'avoir. Les points, je peux vous dire, vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous dire. Quel est le point qui n'a pas été respecté? Qui n'ont pas été. On n'a pas, non, encore dédommagé les victimes de ces différentes manifestations. Pour qu'on démarre. Les auteurs n'ont pas été poursuivis. Entre autres. Non, une information judiciaire a été ouverte. Les enquêtes sont en cours. C'est seulement après instruction et condamnation que l'État est à même de discuter de la question des dédommagements. C'est la lenteur de la procédure judiciaire. Mais ils savent tous que l'information judiciaire a été ouverte, des juges ont été commis à la tâche et ils sont en train de faire des enquêtes. Vous êtes sur quel autre point? Le point, je parlais aussi du fait que l'annexe disait les élections locales avant la présidentielle. Et on a eu les deux. Votre facilitateur, monsieur Somparé. Non. Vous ne le reconnaissez pas comme facilitateur. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Vous savez que je suis poli, mais j'aime que la politesse aide plutôt à la vertu de se manifester. Et sincèrement, l'accord dont vous parlez du 3 juillet a été signé par qui? Par le représentant de l'opposition, le représentant de la majorité, les 4 ambassadeurs occidentaux présents, dont le délégué de l'Union européenne, par Saïd Djinnit et par les facilitateurs guinéens. Est-ce que le deuxième document dont vous parlez obéit aux mêmes signatures? Non, il n'y a pas de toutes les signatures. Merci beaucoup. On les avait. Merci beaucoup. Ils ont l'autorisation de faire ça. Attention, ils ont eu un mandat. Attention. Est-ce qu'ils vous ont donné ce mandat écrit qui serait issu d'une résolution de la plénière qui a signé le premier accord? Qui, les facilitateurs locaux? Non, je dis bien, est-ce que quelqu'un vous a montré un jour, voilà le mandat qu'on nous a donné de signer à la place des gens? C'est-à-dire, selon ce qu'ils nous ont dit ici, et le débat portait essentiellement sur le législatif qui était, vous l'avez dit ici. Merci beaucoup. Maintenant, à la clôture de cette rencontre, des gens ont rappelé qu'attention, il y a autre élection, on a des communales et locales. Et alors l'Assemblée souveraine a décidé de confier la rédaction des gestions, de la gestion de l'avenant à ces facilitateurs-là, selon ce qu'on a appris. Et entre-temps, François Lousenifal, qui était le président du dialogue, a été remplacé par un autre. Donc, la présence de l'État n'était pas là, ce qui a fait que le document a été bien présenté et donné à qui les droits. Non. Mais parce qu'il y a la signature quand même de monsieur Issa, qui était un ancien ministre dans l'annexe. Monsieur Issaka, qui est nigérien. Je vais vous dire une chose, encore une fois. Si nous voulons dialoguer, revenons autour de la table. Si nous voulons des compromis, décidons dès le départ, nous pensons que la loi existe et qu'elle est valide, mais nous voulons des aménagements qui ne trichent pas avec la loi, mais qui nous permettent d'être plus à l'aise. Quand vous êtes dans cette disposition d'esprit, vous pouvez aller à une négociation. Mais quand vous allez à une négociation en disant « ma contrepartie n'est pas légitime, n'est pas légale, n'est pas de bonne foi, ne veut rien », c'est que vous n'êtes pas dans une stratégie de négociation, vous êtes dans une stratégie de rupture vers la violence. Moi, ce que je conseille, si vous avez remarqué depuis que je suis ici, je n'ai tenu aucun propos qui enlève aucune qualité à nos adversaires. Ils sont légitimes parce que la charte des partis politiques leur donne le droit d'exister. Ils sont légitimes parce que la démocratie leur donne le droit de ne pas être d'accord avec ce que décide telle ou telle institution. Mais j'aimerais que la réciproque soit vraie. D'abord que les Guinéens commencent par se respecter. Se respecter, c'est-à-dire que chaque fois que vous voulez discuter avec quelqu'un, reconnaissez au moins le droit de discuter avec vous. Sinon, que valent les accords avec des gens pour qui on n'a aucun respect, dont on ne reconnaît pas la légitimité? Que valent ces accords-là? Donc moi, je trouve que vous devez nous aider à changer de psychologie. Ce qui rend nos négociations difficiles, c'est les préjugés, c'est les injures, c'est les dénis de qualité. Il faut qu'on reconnaisse que l'opposition est légitime, il faut qu'on reconnaisse que la majorité est légitime, il faut qu'on reconnaisse que la loi est au-dessus de nous tous, et que si nous voulons faire des arrangements avec la loi, nous devons prendre 3 précautions. 1, ne pas compromettre la loi, c'est-à-dire les arrangements ne doivent jamais être contraires à l'esprit et à la lettre de la loi. Deuxièmement, ça doit profiter à tous. Troisièmement, ça doit améliorer la paix sociale et non perturber la paix sociale. Si vous avez ces 3 conditions-là, un accord ou un compromis politique
autour des règles légales est quelque chose qui est considéré comme un élément de bonne gouvernance dans un pays. Et vous avez parlé de beaucoup de choses, mais il y a aussi que le propos que tiennent les parties prenantes à ce dialogue sont de nature parfois à bloquer le processus. Quand Alpha Condé dit sur les médias étrangers qu'il n'est pas question de changer le calendrier électoral, qu'on ne peut pas, il faut avoir les locales en 2016. Ça veut dire que la CENI, ça ne rassure personne. La CENI égale Alpha Condé égale la CENI. C'est ce que ça veut dire. Aboubakar, donc ça veut dire que le Lynx FM est égal à Cellou Dalein Diallo. Ah non. Non, c'est différent. On pose des questions. Non, vous posez des questions. Laissez-moi faire. Allez-y. Je suis un pédagogue. Vous vous rendez compte, par exemple, non, ne coupez pas ça. Non, j'ai pas dit couper. C'est-à-dire, c'est le planning. Vous allez attendre ça ce soir. Parce que le Lynx FM pose les mêmes conditions, a les mêmes préoccupations que l'opposition, que je vais traiter, par exemple, le Lynx FM de l'opposition. Non. Je pense que la fonction critique du journaliste, le temps à être plus proche de ceux qui contextent que de ceux qui gouvernent. C'est comme ça que je le vois. Donc moi, je vous reconnais votre qualité et votre légitimité. Ce que je vous demande, c'est que quand le chef d'État s'exprime sur des principes, qu'on sache que c'est des déclarations sur les principes. Il dit de principe, quand la CENI, qui a la prérogative légale de fixer les dates de l'affaire, moi, je n'ai pas à revenir là-dessus. C'est une position de principe. Et ça, c'est son devoir de chef d'État de maintenir cette position de principe. Mais est-ce qu'il a interdit dans le même temps à ses ministres de se rendre au domicile du chef de file de l'opposition? Non. Est-ce qu'il a interdit... Mais l'opposition dit que vous jouez avec le temps. La présidentielle, c'est demain. Non, on ne joue pas. Vous savez pourquoi je suis peiné? Quand vous connaissez la complexité d'un processus électoral, quand vous connaissez la nécessité de gérer un calendrier électoral sur 6 mois de façon systémique et si possible inclusive et concertée, vous êtes un peu malheureux qu'on perde aussi autant de temps dans des joutes stériles qui ne nous amèneront nulle part. Moi, mon souhait aurait été que ce pays soit capable d'assister à un dialogue inclusif, d'arriver à des conclusions à temps, qu'on peut suivre tous pendant 6 mois. L'erreur, justement, ça je parle en tant que petit technicien, l'erreur qu'on a toujours fait dans les négociations, c'est de négocier tard. Quand vous négociez tard, les conclusions deviennent difficiles à mettre en œuvre. Quand vous négociez à temps, comme maintenant, si vous négociez à temps, vous avez le temps de voir l'impact des résolutions sur le processus. C'est pour ça que je conseille, en âme et conscience, à mes frères de l'opposition, pour qui, moi je n'ai pas de problème, j'ai du respect, parce que c'est des hommes respectables. Je leur demande, plus vite on vient aux négociations, plus capable on sera pour tenir les applications de ce qu'on aura décidé ensemble. Je le dis parce que le premier devoir du chef de l'État, je viens de vous dire que ma mission en tant que ministre d'État, secrétaire général, c'est d'appuyer le chef d'État dans l'accomplissement de ses missions constitutionnelles. Favoriser l'organisation d'élections inclusives et transparentes en Guinée fait partie de ses missions constitutionnelles. Pour cela, je suis obligé de dire à l'opposition, aidez-nous, nous vous aiderons aussi pour qu'on trouve un accord rapidement et que cet accord soit mis en œuvre pour permettre l'organisation des élections comme le souhaite le chef d'État, transparentes, crédibles, inclusives et qui permettent que le peuple de Guinée s'exprime sur le choix d'un chef d'État pour une fois et les autres fois pour les élus locaux. Donc, si je comprends bien, l'injonction des opposants, c'est de dire retirez ce chronogramme de la CENI et nous viendrons discuter. Si l'opposition aujourd'hui, est-ce que vous dites que vous savez, et si nous on demande à l'opposition arrêtez les manifestations de rue, venez autour de la table. Oui. Si vous coupez la question. Écoutez, mais on n'a pas demandé ça. Pourquoi? Parce qu'on ne demande pas l'arrêt de quelque chose qui est illégal. En termes d'administration, quand quelque chose est illégal, vous le jugez ou vous le tolérez, mais c'est illégal. Ça, c'est déjà un premier effort énorme. Les manifestations, depuis quelques jours à Conakry, ne sont régies par aucune légalité. Il n'y a pas une personne morale qui a fait la demande. Il n'y a pas déclaration de l'itinéraire aux forces de l'ordre. Il n'y a aucun respect de la légalité dans ce processus-là. Et pourtant, la première preuve de tolérance, c'est que cela est vécu comme si c'était pas un délit. Mais il y a aussi donc c'est pour vous dire qu'il y a déjà des efforts de notre côté. Il y a beaucoup d'efforts de notre côté. Mais encore une fois, c'est nous qui devons en faire. Parce que c'est quand vous gouvernez, vous êtes toujours plus coupable que celui qui ne gouverne pas. Mais pourquoi alors Donc nous acceptons que le Lynx FM, de temps en temps, aide plus l'UFDG. Ah non, vous êtes là. Non, vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes là, on a des questions. Maintenant, moi... Comme disent les jeunes de la Thomas, je suis là aujourd'hui seulement. Vous reviendrez, et tout le reste du temps. Mais comme je dis, c'est des clivages que je comprends,
Encore une fois, je voudrais vous rassurer que Lynx FM est une radio pour le RPG. Et puis c'est la radio. Toutes les formations. C'est la radio de la politiques. Et les gens, la mouvance est tellement les auditeurs peut-être que vous ne nous suivez pas régulièrement. Si vous nous suivez régulièrement, vous auriez dû comprendre que nous recevons chaque fois ici des gens de la mouvance qui disent, qui défendent bec et ongle la position du pouvoir. Une parenthèse par rapport, puisque vous êtes, on a la chance de vous avoir entre les mains aujourd'hui. Je sais que ça ne vous fait pas plaisir qu'au sorti d'une manifestation, qu'on décompte des blessés et des morts. Aujourd'hui, l'État guinéen focalise l'attention de l'opinion internationale sur le fait que chaque fois qu'il y a des manifestations, la police dit on n'est pas armé, la gendarmerie dit on n'est pas armé, mais il y a des tirs, il y a des personnes qui meurent. Alors qui sont ces tireurs-là, monsieur le ministre? Vous savez, encore une fois, il y a la discipline, l'inspection générale des services de police, je crois que le ministre de la Sécurité vous l'a dit, a ouvert des enquêtes du côté des forces de l'ordre. Mais aussi, on a ouvert des enquêtes du côté des manifestants, parce qu'il ne faut pas faire semblant. Il y a des frondes qui ont été utilisées avec des billes métalliques dedans contre les forces de l'ordre. Il y a des cailloux taillés en silex avec une pointe assez mortifère qui ont été utilisés pour cogner les forces de l'ordre. Des deux côtés, nous ferons les enquêtes qu'il faut et les responsabilités seront situées. Ni la blessure d'un agent de sécurité, ni la blessure d'un jeune manifestant ne sont tolérables. Encore plus leur décès. Donc il n'y a pas deux poids deux mesures à la matière, mais il faut que nous installons une culture juridique qui nous oblige à rendre compte, après chaque manifestation, des agissements des uns et des autres. C'est dans ce sens-là que nous travaillons. Mais ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui les forces de maintien d'ordre assiègent les domiciles des leaders politiques, où ces domiciles sont comme si ils sont en résidence surveillée quand il y a les manifestations. Écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez. Est-ce que vous avez vu des forces de l'ordre dans l'espace privé, dans la propriété privée d'un leader? Oui, devant le domicile de Selou, lors de la démarche. Ils étaient dehors. À quelques, non, derrière la cour, à 100 mètres de la cour. Ils étaient sur le goudron. Ils ont gazé sa maison. Ils ont gazé dans le domicile. Vous êtes responsable de ce que vous dites? Oui, non, nos journalistes étaient là-bas, ils ont inhalé le lacrymogène. Non, moi je n'ai pas vu ça. On a des reporters qui ont été gazés. Moi je n'ai pas vu ça. Mais moi je sais que tout ce que les forces de l'ordre ont comme responsabilité, si vous vous souvenez, il y a une obligation de protéger les hautes personnalités. S'il arrivait aujourd'hui un malheur à un leader guinéen, même s'il tombe dans sa salle de bain, on dira que c'est le régime qui en est responsable. Il peut arriver, d'une manière ou d'une autre, que nous pouvons assumer publiquement ou pas, que nous soyons obligés de sécuriser et d'assurer la sécurité des leaders dans notre pays. Parce que ce qui leur arrivera un jour, personne ne dira que ça lui est arrivé par sa faute, par son imprudence, on dira que c'est le régime. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx, Kiridi Bangoura, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Il est également le porte-parole du président Alpha Condé. De 10h à 11h. Vous êtes sur Lynx FM 91.00. Vous nous suivez sur www.lynxfm.net avec nous dans Œil de Lynx. Kiridi Bangoura, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Cette partie de l'émission est réservée à nos auditeurs qui nous envoient des questions par SMS et qui nous aussi envoient leurs commentaires sur Facebook. On va commencer par cet SMS. Cet auditeur qui dit quand vous étiez chef de cabinet de la présidence avec rang de ministre, le président Alpha Condé vous avez confié la situation de la CENI. Concrètement, qu'aviez-vous découvert à l'époque? À l'époque, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des problèmes d'organisation de programmation. Pour faciliter le dialogue, on a évalué les questions qui se posaient en matière de budget, en matière d'organisation et en matière d'opération de la CENI. Et on a demandé à la CENI de se retourner vers les partis politiques pour voir ensemble comment solutionner ces problèmes-là. C'est la fameuse période de Waymark. Et je vous signale qu'on oublie que notamment l'opérateur Waymark a quitté notre pays et un opérateur a été sélectionné par appel d'offres international. Et la période aussi a permis de voir que les membres de la CENI étaient sincèrement dans une position difficile. La majeure partie des membres de la CENI sont désignés par des partis politiques. La prestation de serment, normalement rond, crée une rupture réelle entre les partis qui les ont désignés et eux pour entrer dans la CENI, pour prendre leur statut de commissaire. Alors que les partis politiques avaient l'impression que leur présence au sein de la CENI devait d'abord assurer leurs intérêts à eux.
Donc on a proposé à l'époque la mise en place d'un cadre de concertation entre les partis politiques et la CENI directement, pour que les membres de la CENI, les commissaires, jouent le rôle de commissaires, mais que les partis aussi puissent avoir accès à l'information. Parce que l'une des choses qu'il faut régler dans le fonctionnement de la CENI, toujours amélioré, c'est que même si les commissaires viennent des partis, il faut jamais oublier que la CENI a un devoir d'information directe vis-à-vis des partis politiques. Et je crois que tout dernièrement, ils ont mis en place un cadre de concertation avec les partis, et c'est une bonne chose. À l'époque aussi, j'ai découvert sincèrement qu'on gaspillait beaucoup de temps et d'énergie à refaire du travail qui avait déjà été fait. Je donne un exemple. Les partis politiques avaient des remarques très pertinentes sur la liste électorale, et ces remarques intégrées dans le processus de dialogue de juillet ont permis d'améliorer la liste électorale, d'effacer les doublons. Et aujourd'hui, on a une liste électorale. C'est pour cela que cette liste électorale n'est pas objet de débat, qui est une liste qui a été vraiment améliorée avec l'apport de toutes les parties et de la majorité de l'opposition. Aboubakr. Alors, Camara Lai, l'enfant noir, sur la page Facebook. Bonjour, monsieur le ministre, je suis fier de vous. Je veux savoir s'il y a une loi qui punit une formation politique qui refuse de prendre part à une élection. L'élection dans notre système constitutionnel, l'élection n'est pas obligatoire déjà pour le citoyen, encore moins pour les partis politiques. Donc il n'y a aucune loi qui prévoit cela. Cet auditeur qui dit que vous êtes, semble-t-il, pressenti comme directeur de campagne d'Alpha Condé à la présidentielle de 2015, mais il y a aussi Ba Ousmane, l'ancien ministre des Transports, qui convoiterait le même poste. Alors, comment faire? Que faire? Non, si le poste est en jeu entre moi et mon grand frère, je donnerai à mon grand frère. J'aime bien mon grand frère. Et j'aime mes grands frères en général. Mais vous voulez quand même être directeur de campagne? Non, c'est pas un projet. La fonction que j'occupe actuellement m'occupe pleinement, et le président confiera à qui il voudra la tâche qu'il voudra le moment venu. Aboubakr. Bambeto Amdalaï, c'est le nom de cet auditeur. Bonjour, monsieur le ministre. J'aimerais savoir. J'espère que c'est pas un baril encore. Amdalaï, il a sa photo, c'est les rails. Les rails, je sais pas si c'est Obeka, si c'est Fria ou quoi. Il a la tête d'un baril. Voilà, et là, il met Bambeto Amdalaï, monsieur le ministre. Bonjour, j'aimerais savoir honnêtement pourquoi acceptez-vous d'être à côté d'une personne qui ne respecte pas la Constitution, qui continue à massacrer une partie de ses citoyens, qui pratique la politique, la division entre les citoyens de notre pays. Franchement, parlez, je suis très très déçu de vous. Pourtant, vous êtes une des personnes que Koro écoute beaucoup. Vous êtes bon comme vous aimez vous dire. Vous réclamez un bon croyant, donc faites quelque chose pour sauver ce pays avant que ça ne soit encore tard. Merci et bonne journée à vous, un auditeur qui vous admire. Non, je rassure mon frère que, sincèrement, encore une fois, le professeur Alpha Condé est là aujourd'hui. Il est d'une génération qui a éclairé l'Afrique et la Guinée, comme les Alpha So, les Charles Diané, je parlais d'eux tout à l'heure. C'est des gens que j'ai admirés toute mon enfance durant. Et je suis fier de servir à ses côtés. Nous ne sommes pas toujours compris. C'est difficile le travail que nous faisons, mais qu'ils sachent que quoi qu'ils pensent, nous le faisons pour l'intérêt supérieur de notre pays. Cet auditeur qui dit qu'on s'attendait à vous comme étant le premier ministre après les élections législatives. La rumeur avait circulé, et que même quand vous avez lu le décret qui annonçait le nouveau gouvernement, vous aviez mal lu le nom du ministre des Sports parce que vous étiez vous-même étonné. Alors, est-ce vrai que est-ce vrai que vous étiez vraiment pressenti comme premier ministre? Et les marabouts de Mohamed Fofana sont forts. Hein. Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai le redoutable privilège depuis 15 ans de participer à la gestion des affaires publiques de notre pays, avec une rupture d'à peine 1 an et demi, 2 ans, pendant la période de transition militaire, où j'étais retourné à mes charges d'enseignant et de consultant. Et moi, je ne fonctionne pas comme ça. Encore une fois, quand je suis d'une équipe, je veux que mon équipe gagne. Les rôles maintenant au sein de l'équipe sont généralement distribués par celui qui est le chef de l'équipe. Je ne travaille pas pour être ceci ou cela. Je travaille pour faire les choses, pour que notre pays avance, pour qu'on se comprenne, pour qu'on prenne l'habitude de la contradiction politique sans violence, pour qu'on prenne l'habitude de la différence d'opinion sans exclusion, pour qu'on arrête de nous saucissonner en ethnie. Je rêve d'une Guinée
où l'ethnie est un élément d'enrichissement culturel pur et rien d'autre, et non un déterminant sociologique ou politique. C'est pour cela que je fais la politique. C'est pas pour être Premier ministre. Ou comme disait un de mes professeurs, ce n'est ni pour être Premier ministre, ni pour ne pas l'être. Si l'être sert à ça, ça m'intéresse. Si être ce que je suis aujourd'hui sert à ça, ça m'intéresse aussi. Si c'est retourner enseigner, ça m'intéresse aussi. Mais je ne fais pas la politique pour un poste. Aboubak, c'est Facebook. Alors, Alpha Khalidou Bari, bonjour, monsieur le ministre. Un Bari. Un Bari, voilà, cette fois-ci, c'est un Bari. Honnêtement, quelle différence faites-vous entre la gouvernance Alpha Condé et la gouvernance Feu Lansana Conté, étant donné que vous êtes un acteur incontournable de ces deux régimes? Vous savez, on est tous très sévères avec la gouvernance du général Lansana Conté, parfois à tort. Il faut jamais oublier que le général Lansana Conté arrive au pouvoir en 84. Il faut jamais oublier que 5 ans après, en 89, le Libéria rentre en guerre civile. Il faut jamais oublier qu'en 91, la Sierra Leone rentre en guerre civile. Donc, l'essentiel du parcours du général Lansana Conté à la tête de l'État guinéen a été marqué par des crises dans les pays très proches. Moi je gérais ça avec le HCR, on a accueilli à un moment donné jusqu'à 1 million de réfugiés dans notre pays. Tous nos compatriotes qui vivaient en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée-Bissau ont été obligés de rentrer brutalement. Ça a affecté le rythme d'urbanisation de la ville de Conakry. Ça a été une décennie difficile pour le pays. Donc la gouvernance en est ressentie. Les priorités étaient plus de maintenir l'intégrité du territoire et participer à l'effort international pour le retour de la paix dans les pays voisins que de se tourner vers nos préoccupations de développement et de gouvernance. Il y a eu des fautes, il y a eu des ratés, mais il faut jamais oublier le contexte dans lequel ce régime a dû travailler. Cet auditeur qui dit que aujourd'hui il y a eu la conquête de la Basse-Guinée, il se dit que vous êtes en train à nouveau de mobiliser beaucoup de fonds pour que cette partie de la Guinée vote Alpha Condé, puisque selon lui, Alpha n'a rien fait pour la Basse-Côte. Et moi, franchement, voilà ce genre de raisonnement qui est légitime, hein, parce que c'est ce que nous projetons à nos concitoyens, c'est ce qui nous renvoie en général. Mais voilà, je ne pose pas la question comme ça. Encore une fois, la Basse-Côte, c'est pas ce monsieur, c'est pas moi. C'est des paysans qui ont eu de l'engrais pour aller au champ. C'est des paysans qui ont eu du outillage agricole. C'est des paysans qui ont eu des pistes rurales. C'est les gens, les 20 000 habitants de l'île de Kakossa qui ne sont plus sur une île, qui ont maintenant une route qui les relie au continent, qui n'ont plus les inondations qu'ils avaient avant. Et les paysans de Basse-Guinée, de Moyenne-Guinée, de Haute-Guinée, de Guinée forestière vont juger le mandat à l'aune de ce que ce régime leur a apporté directement. Mais ils se détermineront pas seulement en ethnie, contrairement à ce qu'on croit. L'argent aussi en élection, moi je n'y crois pas beaucoup. Parce que je pense que personne n'achète votre intime conviction et votre cœur. Vous prenez l'argent de celui qui donne, mais souvent dans le secret de l'isoloir, vous votez pour celui que vous voulez. Donc je ne crois pas qu'on soit en train de mobiliser quoi que ce soit pour la Basse-Guinée particulièrement. J'ai un respect profond pour les habitants de la Basse-Guinée comme pour toutes les autres régions naturelles et je crois que en tant que citoyen guinéen, le moment venu, ils décideront en âme et conscience. Alors, Mamadou Lamine Ba, qui nous écoute à partir d'une banque de la place, monsieur le ministre, votre nihilisme sur la rencontre entre le président Alpha Condé et une partie des commissaires de la CENI peut amener à avoir des doutes. Vous savez, le nihilisme est un courant philosophique. Donc, je ne sais pas... Lui, il est banquier, hein? Oui. Monsieur Balamé, qu'est-ce que vous appelez? Non, lui, c'est un banquier, c'est vrai. Il maîtrise plus les affaires d'argent que de philosophie. Parce que quand il a dit nihilisme, ça m'a renvoyé à mes études. Et, encore une fois, on est dans un pays où des citoyens ont été accusés, ont été emprisonnés et sont morts pour de simples rumeurs. Je suis de la génération des gens qui avaient 6 ans quand ces événements-là sont arrivés dans ce pays et qui ont grandi jusqu'à 18 ans dans cette ambiance. Donc je me méfie de toute rumeur et j'essaie de ne vivre qu'avec les informations vérifiées et réelles. Cet SMS de cet auditeur qui parle de cette mise en circulation de nouvelles coupures de 20 000 francs pour, dit-on, augmenter non seulement l'inflation et inonder le pays d'argent pendant la campagne pour la présidentielle du 11 octobre 2015. Voilà, pour pouvoir garder beaucoup d'argent. Est-ce que les coupures sont déjà sur le marché? Non, ça sera sur le marché le 11 mai. Donc, prenez le temps d'écouter le gouverneur de la Banque centrale pour qu'il vous donne les motivations sur lesquelles s'est fondée cette institution pour mettre ces billets-là en circulation. Vous-même, réfléchissez sur comment nous transportons l'argent dans notre pays aujourd'hui. Et le volume de nos transactions.
Le franc CFA va jusqu'à, je crois, des billets de 50 000 maintenant. Hein? L'euro va jusqu'à des billets de 500. Notre monnaie, en étant de façon élémentaire trop peu élastique, nous oblige parfois, quand les gens sont obligés de faire des transactions physiques, à transporter de fortes sommes d'argent. Je pense à ces pauvres femmes des marchés de Conakry, Avaria notamment. Je pense à ces pauvres femmes qui sont obligées parfois de prendre presque un garde du corps le soir pour rentrer à la maison avec leurs recettes. Non, cet auditeur réagit, dit, au contraire, les Guinéens ont besoin de petites coupures de 5 000, de 500, de 1000 francs, puisque le transport, quand on monte dans un taxi, on ne nous rembourse pas. Là où il a raison, il faut travailler sur les deux extrémités. Un, pour faciliter la thésaurisation, l'autre pour garder les prix de certains services de base à un niveau acceptable, parce que l'inexistence des 500 francs peut avoir tendance à mettre le prix de base à 1000 francs. Je retiens sa proposition et je vais poser des questions au gouverneur de la Banque centrale. Et je vous jure que si j'ai une réponse, je vais vous adresser la réponse pour cet auditeur. C'est pertinent. Mariam Barry, je suis un fidèle, je suis un inconditionnel de monsieur Kiridi Bangoura, monsieur le ministre. Je vous le dis sincèrement, mais là, je suis pas d'accord avec vous quand d'un côté, vous êtes en train de montrer les grands projets de Alpha Condé, mais vous oubliez de dire que en 5 ans, les Guinéens sont plus divisés que jamais, et c'est cette politique du président Alpha Condé qui a sectarisé les Guinéens et qui s'installe sur un pied d'ethnocentrisme pour diriger la Guinée. Mariam Barry. Non, je crois que la nature et le déroulement de l'élection présidentielle de 2010, c'est-à-dire la nature particulière d'une élection présidentielle qu'on organise juste à la sortie d'une transition militaire, sans une sensibilisation forte, la durée entre le premier et le deuxième tour, 4 mois de tension et de tractation, cela a, c'est vrai, touché le tissu social dans notre pays. Nous l'avons. Et les efforts qui sont en cours, c'est les efforts de réconciliation nationale, parce que ce qu'il faut dans ce pays-là, c'est qu'on arrive à reconnaître à chacun son droit et aussi à présenter nos excuses aux uns et aux autres. Le président de la République est le premier homme d'État guinéen à avoir reconnu la nécessité de recenser les sépultures des personnes qui sont décédées, soit dans les années 70, soit en 85, pour que hommage leur soit rendu et surtout que leurs familles puissent savoir simplement où sont enterrer leurs proches. Je crois qu'il y a une grande sincérité du président de la République sur les questions de réconciliation nationale, mais le contexte particulier des élections présidentielles ont déchiré notre tissu social. C'est notre devoir à tous de travailler pour recoudre ce tissu-là. Cet auditeur qui rappelle que l'opposition dit qu'elle va encore marcher le 30 avril à Conakry et dans toutes les villes de l'intérieur du pays. Quel appel avez-vous à lancer à l'opposition ou quels sont les moyens de répression que vous allez encore mettre en place? La citerne à eau chaude. Oui, je n'ai ni appel, ni moyen de répression. J'ai juste une observation. Est-ce que ce tact politique participe à revenir autour de la table ou est-ce que ce tact politique nous éloigne de la table? Parce qu'il faut faire l'économie aussi de la politique. Ouais, hein. oui. Il faut se poser la question, chaque fois qu'on investit en politique, est-ce que ce qu'on fait, on va dans le sens de ses objectifs ou est-ce qu'on va dans le sens contraire? Ou est-ce que l'objectif réel, c'est de ne jamais venir autour de la table? L'autre fois, je disais c'est tout. Je disais ici aux opposants, est-ce que vous n'allez pas arriver à la présidentielle au moment où la quasi-totalité de vos militants sont handicapés, ne peuvent pas donc aller voter? C'est une question que je me pose. Maintenant, la question que nous soumet Ibrahim Souma, il dit, monsieur le ministre, lorsque vous aviez eu une bourse d'études pour aller en France, vous aviez une moto que vous aviez offerte au actuel général Sekouba Konaté. Est-ce que le général Konaté vous reste reconnaissant pour ce geste? On n'a ni besoin de reconnaissance. C'est vrai que vous lui avez donné une moto à... Non, je ne parle pas de mes amis d'enfance. Sekouba Konaté et moi, on est rentrés à l'école le même jour, sous la même table. Hein? On a mangé chez nos mères respectives, on a passé notre enfance ensemble, et je prie Dieu qu'il lui garde la santé et longue vie. Il restera mon ami. Et je ne sais pas, on s'est séparés de 81 à 93 à peu près. Je suis allé étudier en France. Je n'ai pas eu de bourse, hein. Il faut pas lever le mérite à ma mère, hein. Elle n'est pas vivante aujourd'hui, mais tient beaucoup à ça. C'est elle qui m'a envoyé étudier en France. Auprès de mes grands frères Bouba et Cheikh. C'est le consortium qui a payé mes études. Donc, ils tiennent beaucoup à leur propriété sur mes études. Et donc, ça, c'est une chose à rétablir. Mais c'est qu'on était un ami d'enfance. Et vraiment, il me manque parce que les gens avec lesquels vous avez grandi, vous avez envie de partager des moments avec eux. Et il restera toujours mon ami d'enfance, comme Bouba Barry d'ailleurs.
Cet auditeur qui dit, est-ce que Alpha Condé est prêt à aller à des élections à la présidentielle du 11 octobre sans les principaux ténors de l'opposition qui sont Cellou Dalein, Sidia et Lansana Kouyaté, puisque on a lu une interview de Cellou où il dit que le plan B de l'opposition pourrait être celui de boycotter la présidentielle de 2015. Est-ce que répondre à cette question, je m'applique à moi-même ce que je disais tout à l'heure des opposants, est-ce que répondre à cette question m'éloigne de la table ou me rapproche de la table? Vous pouvez la réserver, hein. Vous pouvez la réserver. Non, je pose la question, parce que, encore une fois, la parole publique et l'action publique, c'est pour un objectif. C'est pas pour se défouler, hein. Vous voulez que ce soit plus efficace, donc vous... Autour de la table. J'estime que ce que je dois dire ici, les charges que le chef d'État m'a confiées, m'obligent à participer à améliorer la Guinée. Donc, si répondre à une question n'améliore pas la Guinée, je demande qu'on m'accorde un jockey. Alors, c'est mon tour à jockey, c'est vous. Allez-y. Boubacar Bari, monsieur le ministre, on sait bien que la quasi-totalité de ceux qui tournent autour d'Alpha Condé aujourd'hui étaient les fidèles proches de Lansana Conté hier. Alors, il y en a une certaine opinion qui raconte que c'est des gens qui collaboraient avec Alpha Condé, donc c'était des pions d'Alpha Condé c'est pourquoi aujourd'hui, ils sont récompensés. Est-ce que vous vous sentez visé par cette... est-ce que vous êtes une top d'Alpha avec au sein du gouvernement de Lansana Conté? C'est pas Boubacar le politicien, hein. Non, c'est pas mon ami d'enfance. c'est pas mon ami d'enfance. Et non seulement je ne me sens pas du tout concerné, mais ça ne me ressemble pas du tout. Sincèrement, non, c'est pas vrai. Moi, je n'ai jamais trahi dans ma vie, je ne trahirai jamais dans ma vie. Je n'ai jamais appartenu au même moment à deux camps. Mais ce que je sais, si j'avais été capable de trahison de Lansana Conté, pourquoi Alpha Condé me ferait confiance? Il va dire après moi aussi ce sera donc je donne un conseil aux jeunes. Quand vous avez une conviction, quand vous avez un camp qui est en difficulté, conseillez votre camp pour que votre camp avance. Mais ne soyez jamais de deux camps en même temps. C'est pas une bonne chose. C'est le conseil que je donne aux jeunes. J'en profite. Jamais de ma vie je n'ai vécu ça. Et ma fierté aujourd'hui, je vous le dis en rien, c'est que sincèrement, je crois que c'est parce que j'ai été loyal à l'un que je suis là aujourd'hui. Eh bien, cet auditeur qui dit qu'il y a beaucoup de ministres conseillers à la présidence de la République. C'est un garage. Voilà, certains parlent même d'un gouvernement bis. Est-ce que vous pensez qu'un petit pays de près de 12 millions d'habitants a besoin d'une telle administration présidentielle qu'on qualifie de pléthorique, ou bien c'est pour dépenser les 1 milliard par jour de la présidence? Vous savez, je vais commencer par la partie la plus difficile et venir sur la partie la plus marrante. La partie la plus difficile, le chef d'État que nous avons utilise parfois ses fonds de souveraineté pour construire des amphis dans les universités. Le président de la République n'est pas un homme d'argent, tout le monde le sait. Il dit parfois, il utilise l'argent qui lui est dévolu par le budget national voté par l'Assemblée pour ses propres besoins. Parfois, il finance la construction, et les 2 amphis qui ont été construits à Sofonia notamment viennent de ça. Et l'IRAG, pour l'Institut de recherche, c'est lui qui a financé sur les budgets de souveraineté. Nous sommes la présidence la moins à l'aise matériellement à cause de cela, parce qu'ils pensent que la priorité doit être donnée à l'action et que le fonctionnement de la présidence doit être au minimum utile et pas plus. Ça, c'est un. Je vous dis, je vais vous dire des choses, à notre détriment. Le ministre d'État Ghané et moi, normalement, on ne devrait pas avoir seulement un véhicule VA, on devrait avoir 2, 3, comme nos prédécesseurs, mais on n'a qu'un seul. C'est un exemple que je donne. Le président n'aime pas le gaspillage. Et sincèrement, c'est son fonctionnement personnel qui contamine le fonctionnement de la présidence, qui est très modeste dans son fonctionnement, contrairement à ce qu'on peut dire. Par contre, les ministres conseillers sont utiles. Pourquoi leur conférer le rang de ministre? Pour qu'ils puissent, au nom du chef d'État, participer à certains niveaux de discussion, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. C'est tout. Mais ils font leur travail. D'avis conseil auprès du président, ils l'appuient, ils gèrent les dossiers particuliers qu'il leur confie. Il n'y a pas un gouvernement bis. Il n'y a pas un gouvernement Kassouri à gauche, Kirifi à droite. Non. Je vois ça, c'est les rumeurs encore une fois. Mais que fait Kassouri? Après Ba Ousmane, vous êtes maintenant sur Kassouri, mais je vais vous satisfaire votre curiosité. Je vais vous faire rire. Il n'y a pas de gouvernement bis, parce que le professeur Alpha Condé, n'oubliez jamais, est quand même un spécialiste des sciences politiques. Il pense, et il a raison, dans l'assertion dans l'organisation de la 5e République à la française dont on s'est inspiré, que les ministres sont ses premiers conseillers sur les dossiers qui les concernent. C'est-à-dire que le ministre de l'Agriculture est en fait le premier conseiller du président sur les questions d'agriculture.
Il l'a dit en Conseil des ministres, il le dit tout le temps, c'est un principe de fonctionnement de la présidence. Il n'y a pas de substitution au ministre. Aucun ministre conseiller, fût-il ministre d'État à la présidence, ne peut se substituer à un ministre de la République, membre du gouvernement. Nous travaillons en synergie, nous travaillons en respectant scrupuleusement l'autonomie et le fonctionnement du gouvernement qui est du Premier ministre Saïd Fofana. Il n'y a pas cette tentation-là. Il y a même pas la possibilité, tellement que le président est vigilant là-dessus. Aboubakr, une avant-dernière intervention sur Facebook. Donc, vous parlez de Kassori aussi. Allez-y. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on a vu des photos en ville, Alpha Kassori, un couple, c'est pas gagnant, un vieux gagnant. Non, comme ça c'est pas un dossier présidentiel, vous avez vu ça dans la rue. Moi je vais revenir au dossier présidentiel. Le ministre d'État chargé des questions d'investissement et du partenariat public-privé, Ibrahima Kassori Fofana, travaille pour trouver des idées et des stratégies de stimulation de l'investissement dans notre pays en ce moment difficile. Il est impliqué sur tous les dossiers qui vont dans ce sens-là, sous l'autorité du président de la République, et il travaille en synergie et dans le respect de leurs attributions avec tous les ministres du domaine économique. Donc il y a aucun problème là aussi. Il travaille, il rend service à son pays. Il y a aucun problème. Alors c'est auditeur qui dit il y a Ebola aujourd'hui à Koya, votre ville natale. On sait que vous êtes de Wonkifon. Oui. Que faites-vous pour lutter contre cette épidémie là-bas? Il était à sa plantation hier. Voilà. Votre ranch, paraît qu'il y a un ranch là-bas. Vous allez créer des problèmes avec les gens. Ma ville natale c'est Kaloum. Je suis né à l'hôpital. Mais vous êtes de Wonkifon. Non, laissez-moi finir. C'est important de régler tout ça. Allez-y, réglez ça, c'est vrai. Je suis né à Kaloum. Et je suis allé à 18 ans en France. Mais mon père est originaire de Wonkifon, des familles d'Antoumaya Simbaya, bon, ceux qui connaissent l'histoire du peuplement de la Guinée connaissent ces familles-là. Une petite question. Et pour finir, Koya est un carrefour. C'est-à-dire quand il y a une épidémie, l'épidémie généralement s'attaque au lieu de passage. Et Koya est un lieu de transition entre la ville capitale Conakry et l'intérieur du pays. Donc il est tout à fait normal que les contagions qui ont commencé à Folkaria aient pu progresser sur Koya comme ça a été fait. On a fait beaucoup d'efforts de sensibilisation, pas seulement à Koya. Le président m'a chargé de superviser la coordination de la lutte contre Ebola. On a fait énormément de sensibilisation. Vendredi dernier, avec tous les partenaires, il y a eu un travail très fouillé. Je vais vous dire quelque chose qui me touche, qui m'a touché dans cette épidémie et qui a marqué toute ma vie. C'est quand, grâce à Dieu, grâce au conseil de ma mère, quand j'ai fini mes études, je me suis rapproché de ma famille paternelle. J'ai essayé de vivre avec eux, de faire des activités de planteurs avec eux, comme c'est des traditions de planteurs. Il y a des vieux et des vieilles personnes qui m'ont adopté depuis toujours. Quand Ebola est venu, à un moment donné, ils ne pouvaient pas me regarder dans les yeux et me dire que ça existait. Ils me disaient non, mon fils, on vous trompe, ça n'existe pas. C'est la sorcellerie, c'est ceci, cela. La peur que j'ai vue dans les yeux de mes parents m'a beaucoup touché. Je me suis dit que les épidémies peuvent réveiller chez les hommes les instincts les plus terribles. Donc c'est pour ça que cette épidémie est une leçon pour nous tous, pour notre système de santé, qu'il faut rebâtir en intégrant le principe selon lequel les crises épidémiologiques sont encore possibles dans notre pays, et en tenant compte aussi de la capacité de ces services de résister devant les phénomènes massifs de maladies. Et c'est pas seulement en tant que ressortissant de Koya que je me sens concerné, c'est en tant que Guinéen tout court. Et je félicite encore une fois les braves femmes et les braves jeunes de la Guinée forestière qui ont vaillamment lutté pour mettre fin à l'épidémie en Guinée forestière. Et je demande encore une fois aux jeunes des préfectures de Koya, de Kindia, de Folkaria, de Brika et de Bofa de continuer à fournir l'effort, et aussi la ceinture de Conakry. J'ai beaucoup apprécié en rentrant à l'ex-infirme aujourd'hui de voir qu'il y a des mesures de précaution. Il y a un dispositif, absolument. Il y a un dispositif. Et voilà. Vous êtes courageux, mais même vous avez peur des Monaco. J'ai apprécié ça et je crois qu'il faut continuer, et c'est vraiment dans ce sens-là que le chef d'État était à Washington, était à Paris, pour qu'on puisse finir avec Ebola dans notre pays. Alors juste Maodo, il est l'heure, mais il insiste, Maodo Malia, bonjour monsieur le ministre, je vous mets au défi de me montrer un élève, un étudiant d'Alpha Condé. Je sais qu'il passait tout son temps en France à jouer au damier et à Paris. Voilà. Bon, ce que je peux lui dire simplement, c'est qu'il y a d'éminents juristes dans notre pays aujourd'hui à qui je laisse la liberté, parce que moi je suis d'une génération plus jeune, donc il ne m'a pas enseigné, mais je connais d'éminents juristes dans notre pays qui l'ont trouvé enseignant. Je connais des députés qu'il a enseigné. Je connais des Guinéens, je ne parle pas des étrangers. Je connais des Guinéens qu'il a inscrits à la fac. Parce qu'en plus de son enseignement, il avait cette capacité-là, cette fibre sociale, de s'intéresser à tout Guinéen ou tout Africain qui avait des difficultés pour se faire inscrire dans une université française. Il a aidé beaucoup de gens.
quand il était en position d'enseignant, il a aidé beaucoup de Guinéens, lui et le doyen Cissé de Jussieu. Il y a un Cissé en France qui est très célèbre, de la génération du professeur Alpha Condé, qui lui aussi faisait la même chose que lui. Ils inscrivaient les gens. Les Alpha So, c'est des Guinéens qui ont inscrit beaucoup de Guinéens, qui ont enseigné beaucoup de gens. Il y a des polémiques qu'il faut laisser derrière nous. On ne peut pas cacher le soleil avec sa main, comme le dit lui-même le professeur Alpha Condé. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx, Kiridi Bangoura, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Il ne nous reste plus qu'à vous demander la conclusion, votre message aux auditeurs de Lynx FM. Le message que je veux laisser aux auditeurs de Lynx FM, c'est de tous nous encourager, les acteurs politiques et gouvernementaux, à privilégier le dialogue sur l'affrontement, à privilégier la compréhension sur le mépris, à privilégier l'intérêt commun et aussi à s'écouter et à se respecter. Par rapport à la campagne de lutte contre Ebola, je demande aux auditeurs de ne pas oublier une chose. Tant qu'il y aura un seul cas d'Ebola dans notre pays, nous serons encore en danger collectif. Notre pays est en danger. Beaucoup d'efforts ont été faits par les Guinéens, par le gouvernement guinéen, par la communauté internationale. Beaucoup d'efforts restent à faire. Il est extrêmement important que nous continuions à fournir ces efforts-là pour lutter et bouter Ebola hors de notre pays. Aux plus jeunes, je conseille de continuer à lire, d'être curieux, de ne pas les technologies modernes sont extrêmement intéressantes et rendent disponibles aujourd'hui sur Google presque toutes les connaissances du monde. N'importe quel livre aujourd'hui du 14e, 15e siècle est disponible. Vous cliquez juste sur le nom, le titre de l'ouvrage, vous pouvez le lire. Il faut utiliser Internet pour connaître plus, pour ne pas être dépendant du monde, mais pour contribuer au monde. Il ne faut pas qu'on subisse ces technologies, il faut qu'on les instrumentalise pour mieux nous cultiver et mieux participer au grand débat des nations et ne pas être seulement des simples consommateurs. Et je voudrais aussi finir par vous remercier de cette invitation et dire quand même, mine de rien, si moi j'ai 15 ans d'administration, vous ici, vous avez déjà quand même 10 ans de carrière de journalisme. Donc, je suis heureux que des jeunes Guinéens choisissent une formation, un métier, et puissent faire déjà une décennie dans ce métier, et chaque fois que je les revois, sentir qu'ils progressent, qu'ils se qualifient. Merci à vous. Privilégions le dialogue sur l'affrontement. N'oublions pas que tant qu'il y aura un seul cas d'Ebola en Guinée, nous sommes tous en danger. Ensemble, luttons contre cette épidémie. Aux plus jeunes de lire pour mieux se cultiver. C'est le message que livre Monsieur Kiridi Bangoura, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, que nous avons reçu ce matin dans Œil de Lynx. À la technique, il y avait Mamadou Touré, réalisation Tcherno Alpha Ibrahima Baldé. Ici, à l'animation, Aboubakr et Azokaba. Merci et bonne suite de programme sur Lynx FM.